Raphaël Rossello, je suis né en France d'un père catalan, anarchiste, matheux, physicien et entrepreneur, et d'une mère bourgeoise, française, centre de la France. J'ai été pêcheur, j'ai été journaliste, j'ai été entrepreneur, j'ai été enseignant dans le secondaire, enseignant en université. J'ai été un entrepreneur moi-même, mais le fil rouge, c'est le conseil aux entreprises de taille moyenne et intermédiaire. C'est très simple, j'ai rappelé les 3 caractéristiques de mon père, et comme il est mort alors que j'étais en fin d'adolescence un petit peu, j'ai horreur du mot surdoué, mais on va dire un peu en avance, dans la mesure où à l'époque j'avais été émancipé pour être majeur plus tôt, et j'avais créé à 17 ans une agence au sein de l'OCDE. Donc j'avais quelques notions un peu d'organisation. Et comme mon père était dans 3 PME très technologiques et que je me suis retrouvé propulsé par une mère en état de désespoir et un frère qui a dit non, non, ça c'est pas pour moi, j'ai cherché de l'aide. Et de façon très surprenante, l'homme qui m'a appris mon métier de banquier d'affaires était lui-même un banquier d'affaires et qui m'a dit « Vous n'avez pas les moyens de payer mes honoraires, donc je vais régler votre problème, entre guillemets, patrimonial, en échange de quoi vous allez créer à Paris le bureau de représentation de ma banque d'affaires. » Et donc j'ai appris sur le terrain à analyser une entreprise, ses points forts, ses points faibles, ses problématiques, etc. Dans mon univers, on n'est pas des bisounours, ça c'est clair, mais il y a encore de la reconnaissance, il y a encore de la courtoisie, il y a encore une certaine forme d'élégance dans les rapports humains. Au-dessus, et je viens de finir la semaine dernière la série de Succession, ce langage ordurier, permanent, qui consiste à avilir la personne qui est en face, qui est son propre frère, son directeur général depuis 20 ans, etc. Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté dans mon segment, car je ne comprends, enfin malheureusement je comprends, que un cadre supérieur qui gagne des millions, etc., parce que je sais que ce serait mon attitude, mais le type qui me traite comme ça, il n'a pas le temps de finir la phrase qui reçoit mon poing dans la gueule. C'est pas audible de se faire insulter. Mais en réalité, il joue sur le même moteur, qui est de dire « tu as besoin de mon premium, de mon bonus en dizaines de millions de dollars, parce que tout ton entre-soi te respecte non pas en tant qu'être humain, mais en tant que personne qui gagne des dizaines de millions de dollars. » D'accord ? Donc, oui, il y a une extrême violence dans un univers que j'ai côtoyé par épisodes très éphémères, et là j'ai tout de suite refermé la porte. Je ne supporte pas ça, et je suis extrêmement heureux d'être dans un segment où mécaniquement mes revenus sont 10, 100, voire 1000 fois inférieurs à mes grands confrères de Singapour, de Tokyo, de New York, de Francfort, mais je gagne déjà tellement bien ma vie par rapport à la base française, de quoi ai-je besoin de plus ? Je réfléchis parce que je suis professionnellement sous la tutelle des autorités de contrôle des banques.
et des marchés financiers. Ils font le job. Ils font le job et je n'irai pas jusqu'à ce que Bruno Le Maire dit que nous sommes complètement à l'abri des banques. On a en France et aussi en Europe, mais en France, on a une structure bancaire qui est louable. Je veux dire, ce qui est en train de se passer dans les banques régionales américaines ne peut pas se passer en France. Ou alors il y aurait, vous savez, il y aurait, comme sur votre panneau électrique, il y aurait des disjoncteurs qui auraient déjà alerté les autorités de contrôle. Par contre, le problème, c'est la simulation du crash. Vous êtes, et c'est ce qui s'est passé dans toutes les crises, c'est qu'il y a un moment où les chiffres deviennent tellement insensés, absurdes, que l'on refuse de les intégrer dans l'algorithme d'anticipation des crises. Et je peux le comprendre, parce que si vous les intégrez, en réalité, on est, je dirais, dans une décroissance de la finalité du monde financier. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont fait des études de finance, vous avez, parce que c'est la seule réalité dans le monde capitaliste, la valeur d'une entreprise, c'est sa capacité à générer des cash flows libres. C'est le dogme. Or, on a substitué à ce dogme, on a substitué la notion de sa capitalisation boursière. Dans une interview précédente, je disais que quand M. Bernard Arnault perd 70 milliards, en fait, il ne les perd pas. Ils n'ont jamais existé, ces 70 milliards. Ils ont existé dans un modèle qui pervertit le modèle de calcul de sa valeur objective. On ne regarde plus sa valeur objective, on regarde sa valeur de comparable, de comparaison. Donc, quand on est dans cette logique, on se trompe soi-même parce que, je redis dans un de mes livres, cette anecdote que j'ai adorée, je me souviens très très bien de la scène, c'est très chic de dire ça, mais j'étais sur un des trottoirs de Madison Avenue, dans le segment le plus chic, le plus cher, le plus luxueux de Manhattan, et j'étais avec un de mes confrères au moment de la bulle Internet. Et je lui disais, mais what is going on? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Et il m'avait raconté l'anecdote de cette riche héritière un peu plus haut sur Madison, où il y a de très beaux hôtels particuliers, qui avait une voisine également richissime qui voulait acheter son petit chat. Et elle dit, ah non, mon petit chat n'est pas à vendre. Et elle dit, mais tout est à vendre. Bon, quel est ton prix? Et elle dit, 20 millions de dollars. Ah, à ce moment-là, je te vends mon petit chat. Donc moi, je lui dis naïvement, et elle a encaissé 20 millions. Oh, l'équivalent, puisqu'elle a reçu 2 petits chiens de 10 millions de dollars chacun. Cette anecdote est d'une vérité que vous ne soupçonnez pas. En réalité, on ne raisonne plus sur l'actualisation des cash, mais sur le comparable. Par contre, si je reviens à l'actualisation du cash, mes jeunes collaborateurs, quand ils font cette actualisation, me demandent, à moi, responsable du dossier, mais quel est le taux de croissance que je mets à l'infini? Historiquement, quand j'ai commencé à travailler, on mettait 2%, 3%. Depuis quelques années, on met 1%, 1,5%. On est passé à 0,5%. Et moi, je demande à mes collaborateurs, mettez moins 0,5%, mettez moins 1%. Ah ben non, patron, non, ça, on ne peut pas faire ça. Je dis, mettez-le, regardez le chiffre que vous allez obtenir. Et là, à leur grand étonnement, ils n'obtiennent pas une valeur nulle, ils obtiennent simplement une valeur qui est décotée par rapport à l'hypothèse d'une croissance. Donc, c'est là où j'invite tout le monde, c'est de dire, mais alors si effectivement vous êtes absolument convaincu que le prix du mètre carré à Paris est à 12 000 euros,
et que vous vous accrochez à ça, non, 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 non. Il y a plein d'études qui vous démontrent que le prix réel moyen va être à 8 000. Parce que c'est le prix auquel les Parisiens peuvent réellement acheter un mètre carré. Donc aujourd'hui, parce que les crédits étaient ceci, parce qu'il y avait des étrangers, parce que les comparables par rapport à Londres, Berlin, New York sont que Paris est resté, hein, on dit, ah ben non, non, 12, 15, 20 000, c'est raisonnable. Non, regardez par rapport à la réalité. Alors effectivement, l'énorme problème, c'est de se dire, ah oui, mais je viens d'emprunter sur 25 ans un bien à 12 et vous êtes en train de me dire que ça peut tomber à 8. Heureusement pour vous, vous êtes en France, vous avez un taux de crédit à taux fixe sur 25 ans, avec un peu d'inflation, vous allez retrouver et dépasser votre prix d'achat sur cette période. Donc surtout, ne bougez pas. Vous avez acheté dans de bonnes conditions, parce que vous avez acheté cher du mètre carré, mais avec un financement qui n'est pas cher. Donc sur la période, vous allez être gagnant. Soit c'est l'homme, soit c'est le rendement du capital qui est la variable d'ajustement. Comme nous étions convaincus que la croissance serait éternelle, donc que la croissance de l'emploi réel serait éternelle, on a, avec l'arrivée du néolibéralisme, on a accepté de rentrer dans un processus où l'homme, toujours avec un grand H, donc l'être humain, donc l'homme et la femme, sont les variables d'ajustement. C'est évident. Hein. Regardez ce qui se passe dans la tech aux États-Unis. Oh, je gagne un peu moins d'argent, oh, je licencie 2000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes, etc. C'est la variable d'ajustement. Donc, dans le modèle qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, alors il y avait la start-up du bonheur, où effectivement, non seulement j'enrichissais les actionnaires, mais j'embauchais et je pérennisais des emplois. Il y en a eu, et il y en aura encore. Mais macroéconomiquement, et c'est tout le phénomène de la précarisation de nos sociétés, non. On a créé un excédent, un surplus, un surcroît de patrimoine, donc de richesse, au détriment je dirais, c'est pas le revenu, c'est la situation économique des êtres humains en Occident. Ouais, ça c'est... Moi, le papy boomer, j'ai été l'année dernière et je suis invité à l'être de nouveau speaker au Surfing Bitcoin de Biarritz. J'ai adoré cette expérience parce que j'étais entouré de milliers de jeunes qui effectivement avaient la certitude que le Bitcoin... J'étais sur une des tribunes avec, je ne me souviens plus ni de son nom, mais je crois qu'il était dans un des très grands cabinets d'audit, EY, Mazars, Price, je ne me souviens plus lequel, qui travaillait justement sur les monnaies centrales numériques. Je suis incapable de le contredire ou de... Lui disait, on en est très loin. J'ai vu, comme vous tous, que la BCE annonce une période test pour l'euro numérique. Je pense que les aspects techniques seront réglés et que cet euro numérique verra le jour. Et ça, je le crains. Je le crains parce que ça sous-entend qu'on on est juste l'étape avant de nous mettre une puce dans le cerveau. Alors, ce n'est pas le fait de mettre une puce dans le cerveau pour retrouver la vue ou la motricité, etc. Ça, ce sont des progrès fabuleux. Non, non. C'est la puce qui est dotée d'un RFID qui permet d'être connecté au réseau Wi-Fi
comme les caméras que l'on a aux quatre coins de rue, et donc de savoir à tout moment qu'est-ce que vous dépensez et où. Donc, tout le jardin secret de l'être humain disparaît. Et ça, en tant que démocrate, je dis là c'est un des éléments d'angoisse. Donc, il est possible qu'il voie le jour. Je pense. Alors, soit comme je le disais précédemment, c'est un élément complémentaire. Bon, très bien. Je l'utilise ou je ne l'utilise pas. Comme Bitcoin, je l'utilise ou je ne l'utilise pas. Ça me va bien. Mais si ça devient l'élément préalable à ce que l'on efface complètement les billets et les pièces, danger. Mon pire investissement a été de m'associer avec un type extraordinaire. Je voulais être un juriste et un économiste du monde de l'art avant d'être obligé d'aller dans la voie de la finance de l'entreprise. Et j'ai gardé toujours un goût pour l'univers de l'art et de l'économie de l'art. Alors, je ne parle pas de l'art contemporain avec un petit chien gonflable que l'on vend des millions. C'est un autre phénomène. Mais on a... cet homme avait dit quelque chose qui m'avait séduit, c'est que pour authentifier et identifier une œuvre, il faudrait que, à l'intérieur de l'œuvre, il y ait une sorte de code-barre qui ne soit pas destructible sans avoir à détruire l'œuvre. Statue, table, peinture, etc. J'avais trouvé, donc il y a une trentaine d'années de ça, j'avais trouvé l'idée génialissime. Et il avait déposé des brevets obtenus qui consistaient en fait à graver une bille nanométrique, hein, et que cette bille ne pouvait être lue que par radiologie. Et donc, quand on vendait une œuvre d'art, on vendait son certificat avec le code de la bille et l'endroit dans lequel il se trouvait, et bien sûr, ce certificat était en exemplaire unique. Et que si on voulait effectivement contester, eh bien, il fallait percer, on pouvait lire, et si on contestait, il fallait percer la toile eh oui, pour récupérer l'implant. Et sa technologie, c'était un implant. Je me suis acharné avec lui à dépenser des voyages, etc., jusqu'au jour où, puisqu'on est sur le thème de l'anecdote, j'ai un déjeuner avec un ancien du FBI à New York, d'un type qui gérait toute la brigade de police qui allait dans le monde entier vérifier si les pots de crème esthétique de la maison qu'il employait étaient bien du vrai dans le vrai emballage, dans le vrai endroit de la distribution. Parce que vous avez du vrai faux partout. Hein, pas le temps de... Mais c'est absolument passionnant. Et vous imaginez donc ce big American fellow qui pèse un quintal 50 et qui me dit « Raphaël, you have the best system I have ever seen, but you won't sell any of them. » Bon, ok, ça m'a coûté un billet d'avion, c'est tout ça pour... alors que je rêvais que l'on mette ce petit implant dans tous les pots de crème de L'Oréal, etc., etc. Et en fait, on revient au côté sordide de l'humanité. Il me dit, mais il faut que vous compreniez que dans toute l'industrie du luxe, il y a un marché gris. Et que ce marché gris, c'est le lubrifiant
de toute l'industrie. Et il faut que ce marché gris soit entre 0 et 3-4%. Votre système est tel que vous allez tuer le marché gris. Donc vous allez tuer le lubrifiant de l'industrie du luxe. Donc vous n'en vendrez pas. Au revoir, monsieur. Je suis fier d'avoir été un entrepreneur dans le physique, d'avoir créé une société de conseil donc en Amérique du Nord pendant 6 ans, qui était à cheval entre le conseil et l'industrie, puisque c'était pour aider des plateaux de services techniques dans les hôpitaux à améliorer l'efficacité de leurs services. Mais non, la plus belle et la plus rapide, c'est j'ai fait gagner beaucoup de sous puisque le fonds d'investissement a fait 20 fois la mise. Je vous rappelle qu'un fonds d'investissement aujourd'hui espère faire 3 fois la mise sur 5 ans. On va dire. Donc là, j'ai fait 20 fois la mise en un an sur un produit électroménager français qui s'est vendu mondialement et qui a permis, je vous dis, à un fonds de mettre 1 million d'euros à l'époque et de revendre un an après avec 20 millions d'euros. Le franc suisse. Soit vous êtes dans une étape où vous avez impérativement besoin de rendement. Le rendement est en soi une sorte de dividende sur votre investissement ou de taux d'intérêt sur votre investissement ou de croissance prévisible de la valeur de votre investissement. L'or, pour moi, ne répond pas ou peu à ces 3 critères. Par contre, si vous avez un besoin de préserver votre investissement, l'or est, alors dans une proportion à définir, mais est incontournable.